C'est parti, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce 51e Perfug, si je compte bien. Compteur Emmanuel, donc je perds parfois des numéros. La prochaine fois, ça sera les 5 ans. Ça sera au mois de mai, 5 ans déjà. Et pour l'instant, on va parler de CLR et de JVM. Une comparaison. On a assez rarement la chance de parler côté .NET. Et on a la chance d'avoir Jean-Philippe qui est un speaker habitué, on peut dire. Tu dois être dans les deux premiers qui a fait le plus de talks, qui nous a fait beaucoup de talks très bas niveau. Je me rappelle du premier où tu lisais l'assembleur à l'œil nu sur l'écran. Donc on sait que ça va être technique avec Jean-Philippe et c'est l'occasion d'aller voir de la perf comparée entre deux environnements qu'on compte quand même assez souvent. Donc Jean-Philippe a fait plus du temps d'expérience sur du trading haute fréquence, donc la performance pointue, et maintenant il est chez Criteo, donc un autre type de performance, hein, c'est plus de la milliseconde, c'est plutôt des pétaoctets et des téraoctets en mémoire. Et donc tu vas nous raconter tout ça. Un petit mot pour Octo, qui donc depuis 5 ans nous accueille et nous offre le pot. On est à Borémy, Benjamin et moi d'Octo. Octo recrute sur des sujets techniques, de perf, de big data et autres. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous pouvez être intéressé par Octo pendant le pot par exemple. La prochaine séance, ça sera les 5 ans, ça sera le 16 mai. Et on parlera encore un petit peu C#, puisque cette fois on parlera d'une perf totalement différente qui est de traitement sur GPU. Comment le GPU peut optimiser la performance avec du code C# qui va être généré sur GPU. Pour l'instant, on va rester sur de la CLR traditionnelle en comparaison avec la JVM. Et donc je laisse la parole à Jean-Philippe. Merci. Merci Marc pour l'intro. Hop. Ok. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux ce soir. Il y a la compétition, il y a le Burger Quiz qui repart ce soir, il y a Infinity War qui sort aussi aujourd'hui. Donc merci d'être ici. Heureusement, il n'y a pas de grève, presque. Donc pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe Bampel, ceux qui me connaissent, vous avez pu remarquer que j'ai changé de crèmerie. Donc avant j'étais chez Ulink, j'ai passé à peu près 9 ans chez Ulink à faire j'étais architecte performance sur des systèmes low latency de trading. Et donc j'ai passé tout mon temps sur la JVM. Maintenant chez Criteo, j'ai changé un peu de topic, j'ai fait un peu le tour de la low latency, donc j'ai voulu aller un peu sur les gros volumes, et effectivement il y en a chez Criteo, des gros volumes, donc ça c'est très intéressant. Et l'autre chose intéressante, c'est que il y a des technos assez variés chez Criteo, et on a à peu près 50% sur la JVM et 50% sur la CLR. Donc bon, je connaissais un petit peu le C# il y a 2002, hein, donc ça datait un peu, mais ça m'a permis de replonger un petit peu sur les méandres de la CLR, et après de pouvoir faire un petit comparatif avec la JVM que je maîtrise plutôt bien, et du coup de vous faire un petit coup sur un petit peu ces différences d'implémentation entre les deux, et c'est les choix qui ont été effectués au départ entre Microsoft et Sun, et on va voir ça en détail. Donc on va voir les designs communs, qu'est-ce qui a poussé à faire ces deux runtime, et puis en détail on va voir les différences de JIT, puis de GC, et enfin la différence de tooling qu'il y a entre les deux runtime. Donc le design commun, ça part d'une idée simple, c'est qu'en un natif, on compile un exécutable pour un OS, pour un format, pour un CPU, bien donné avec des instructions qui vont avec. Donc là, par exemple, on a un exécutable pour Win32 compilé pour du SSE2 au maximum. Donc ça tombe bien, j'ai un Windows avec un CPU qui va bien, ou bien j'ai un exécutable Linux avec un CPU AVX2, pareil, ça tombe bien, j'ai un Linux avec un CPU qui va bien. Et si je veux pouvoir balancer mon exécutable sur d'autres plateformes, c'est un peu plus compliqué. D'où l'abstraction d'avoir un runtime qu'on va pouvoir balader d'un OS à l'autre, c'est le runtime qui fera le boulot entre les deux, et on abstrait ça avec un bytecode ou un IL,
dans le cas de C#, pour avoir justement cette abstraction vis-à-vis de l'OS ou du CPU, et le runtime qui va s'occuper de tout le reste au milieu. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que Java a introduit ou quoi que ce soit, on a ça avec des langages interprétés, hein. On a ce genre de système aussi. D'ailleurs Java a été interprété au départ. Mais voilà, donc c'était un peu ce qui a poussé à faire ces runtimes, c'est un peu cette idée-là, c'était le design commun. On va tout de suite attaquer au JIT, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Pourquoi un JIT? Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un JIT là-dessus? C'est une compilation dynamique qu'on oppose à une compilation statique ou AOT, c'est-à-dire ahead of time, c'est-à-dire qu'on va compiler d'abord notre exécutable sur un hardware en particulier, à une compilation dynamique qui va arriver au fur et à mesure, donc on va avoir des informations et le CPU auquel on tourne, etc. Donc d'avoir une compilation dynamique, en théorie, d'avoir un JIT, ça peut produire un code qui est beaucoup plus rapide qu'un static compiler. Parce qu'on a plus d'informations au runtime que ce qu'on a au statique, hein, et puis on peut profiler les usages, etc. On va y revenir. Autre avantage, c'est qu'on a une optimisation globale du code. Quand vous êtes sur un exécutable, vous compilez votre code et après vous le linkez contre des librairies, ou vous chargez dynamiquement, etc. Ce qui se passe, c'est que le linker, en général, il va juste appeler par exemple, votre malloc ou les appels système, etc. D'avoir quelque chose qui est global, c'est d'avoir un JDK ou une BCL, etc. Ça va vous on va compiler à la volée l'ensemble de votre programme, mais aussi les librairies dans lesquelles vous dépendez, et on va pouvoir faire des optimisations globales, faire de l'inlining dans du code qui n'est pas forcément à nous, mais qui vient de la librairie ou du JDK. Donc c'est ce genre d'optimisation qui est possible de faire sur un static compiler. Alors, il y a quelques petites choses comme le LTO, mais globalement ce genre de choses sont peu utilisées, et c'est un peu l'apanage du JIT là-dessus. Et enfin, on a la détection des instructions qu'on va pouvoir utiliser, donc en fonction du CPU, surtout qu'en ce moment ça évolue beaucoup, hein, SSL2, AVX, 1, 2, 512, etc. Là, on va pouvoir tirer parti des nouvelles instructions, alors que même que le CPU n'est pas encore sorti au moment où vous avez compilé votre bytecode au début. Les contraintes, par contre, les inconvénients des JIT, c'est que comme il compile en même temps qu'on exécute globalement, on a des contraintes de temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir passer un temps infini sur la compilation à essayer de faire des optimisations de malade. Et donc du coup, on a un temps de start-up qui est plus grand. Un temps aussi de warm-up aussi, parce qu'en fonction des technos, on peut avoir un temps de chauffe, tiens, ça y est, je vais arriver à la compilation. Et on a ce phénomène de code qui est lié au process, c'est-à-dire que le JIT va compiler dans son espace d'adressage du process ce code, et ce code natif, mais il ne va pas pouvoir le partager interprocess. Donc, au contraire d'une DLL, une DLL, on va le compiler une fois, et puis plusieurs process vont pouvoir charger ce code-là et l'exécuter. Donc là, à chaque fois que, en gros, on démarre un exécuteur sur une JVM par exemple, on va recompiler le JDK, une bonne partie du JDK à chaque fois. Ok, là-dessus c'est partagé, ou partagé en tout cas. Il y a certaines techniques, mais voilà, dans l'ensemble, on ne va pas partager ce code-là qui est compilé. On va s'attaquer maintenant à la partie JIT de la JVM. On va faire un petit historique. Donc, il n'y avait pas de JIT au début. Quand Sun a sorti la première JVM, il n'y avait pas de JIT. Donc c'était qu'interprété. Donc du coup, mon parallèle avec les runtime avec des langages interprétés, ici, pour Java, c'était la même chose. C'était juste un langage interprété. Le premier JIT a été sorti donc la première JVM est sortie en 95. Premier JIT sorti par Borland en 96, à peu près un an après. Il y en a eu d'autres qui ont suivi, Symantec, assez bizarrement d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent. Symantec faisait un JIT. Bon. IBM, BEA, bon, ça c'est un peu plus connu. Donc ils ont rajouté un JIT comme ça à la JVM. Alors justement, Borland, j'ai pu extraire d'internet, d'archives, ce genre de
de schéma qui venait du PC Mag, que j'ai mis en référence dans les slides. Le JIT de Borland en fait s'insérait pour l'interpréteur Java qui était dans Netscape. Donc, Netscape avait acheté une licence à Borland pour pouvoir en fait compiler l'interpréteur Java, enfin la JVM Sun qui était embarquée dans Netscape Navigator 3, si vous vous rappelez. Et donc en fait on avait l'APP Accelerator de Borland qui en fait JITait la Java Applet en machine code pour exécuter. Voilà, c'était la révolution. Et enfin, Sun a sorti son propre JIT en 99 à partir du JDK 1.3. Donc quand même bien après, 4 ans après. Donc je vais me concentrer effectivement sur la hotspot parce que c'est celle qui est la plus répandue maintenant. Maintenant que BEA, Oracle a fusionné, donc le JRockit n'existe plus. Et que, bon, après il ne reste plus que IBM avec sa Jena. Mais essentiellement on a ça. Donc je vais me concentrer sur ces techniques-là, qui sont les plus intéressantes d'ailleurs. On peut éventuellement en parler, discuter des autres rapidement, mais je vais me concentrer sur la hotspot. Donc quelles sont les caractéristiques de la JIT de la hotspot? On ne va pas compiler tout de suite, on va compiler à partir d'un certain threshold, c'est-à-dire qu'à partir d'un nombre d'appels qui a été comptabilisé quand on commence à interpréter, et puis quand on trouve des méthodes qui sont appelées très souvent, on va considérer comme hot, on va les compiler, d'où le nom de hotspot. Donc ça va être aussi des optimisations qui sont liées à l'utilisation, pour profiling, donc ce qu'on appelle les PGO, les Profile Guided Optimization. Donc on va exécuter le programme et en fonction des usages, on va y revenir aussi plus en détail, on va pouvoir optimiser en fonction de ça. Donc c'est des trucs qui existent aussi sur des static compilers, sauf qu'au final, en pratique, c'est assez peu utilisé parce qu'il faut déjà beaucoup entraîner le programme avec les données, etc. Alors que là, ça se fait à la volée. Donc c'est du coup du PGO qui est en fait gratuit, vous n'avez rien à faire, c'est la JVM qui s'en occupe. Alors que sur les static compilers, il faut lancer le programme manuellement, qu'il enregistre toutes les informations, puis après le recompile avec ces informations-là, etc. Il y a des optimisations qui vont être aussi très agressives, très optimistiques, en prenant en compte le code tel qu'il est exécuté, et à se dire tiens, j'ai ces informations-là, donc je vais pouvoir dire je vais optimiser de façon agressive et optimistique en disant tout a l'air bon, donc je vais pouvoir optimiser dans ce sens-là. Et en fait, le fait qu'on ait un interpréteur, on peut toujours fallbacker en fait sur ça. C'est-à-dire qu'on peut essayer de compiler, on s'est trompé, on était trop optimiste sur quelque chose, on va pouvoir désoptimiser et recompiler quelque chose de plus conservateur. Pareil, je vais aller en détail là-dedans. Mais ça, c'est quelque chose qui donne pas mal de possibilités. Il y a deux types de JIT. Avec la hotspot, on a le client, C1, qui est là pour essayer de compiler rapidement. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a aucune différence avec un static compiler à ce niveau-là, mais donc oui, mais après ce genre c'est à peu près c'est hors sujet en fait du coup là. C'est vraiment le sujet de la presse, mais non, globalement à peu près tous les compilateurs sauf peut-être Ada, sont pas vérifiés, mais peut-être, je connais pas. Donc je ne vais pas me prononcer, mais en ce qui concerne de toute façon JVM ou CLR, non, ça n'est pas vérifié. À part c'est testé, quoi, c'est tout. Comme la plupart des applications. Au niveau C2, donc c'est la partie serveur. Là, on a des optimisations qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus lourdes, et donc qu'on considère qui vont être déclenchées plus tard, mais plus avancées. Donc client, c'est plutôt pour avoir quelque chose qu'on démarre rapidement, avoir un code qui s'exécute relativement rapidement. Alors serveur, c'est vraiment pour des pics performance. Depuis le JDK 8, on a quelque chose un peu plus intermédiaire, ce qu'on appelle la tiered compilation, où en fait on aura C1 et C2 qui sont mixés, où on va avoir une première phase de compilation rapide sur C1 et
au fur et à mesure qu'on voit que les méthodes sont toujours appelées, toujours chaudes, on va passer au niveau suivant, C2. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, il y a un peu plus de niveaux que ça, avec plein d'heuristiques, etc. En général, je m'attarde pas là-dessus, surtout que la plupart du temps, quand je fais les benchmarks, je désactive la tier compilation parce que c'est difficile de prédire quelles vont être les performances là-dessus. Donc même par contre, c'est déjà sur le JDK8, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais c'est ce que vous utilisez à partir du moment où vous utilisez JDK8. Alors, plus en détail sur C1, donc le client compiler, ça permet de temps de warm-up, donc ça va se déclencher par défaut à 1500 appels. C'est une compilation qui est plutôt rapide, avec certaines optimisations, mais pas trop poussées pour pas passer trop de temps dans cette compilation-là. Donc le threshold à 1500, c'est ce que j'ai dit, et voilà, donc pas très agressive ou avancée, moins d'optimisation. Ça permet de compiler très rapidement sans avoir trop à profiler le code. Au niveau de C2, de Server Compiler, on utilise pour les pics performance. Le threshold il est à 10 000 par défaut. Donc là il faut attendre un petit peu de temps avant que ça... sauf sur les méthodes vraiment bas niveau du JDK où ça va être compilé assez rapidement. Mais voilà, par exemple, je reprends mon exemple sur un site de trading, il faudra peut-être attendre d'avoir 10 000 ordres passés avant qu'on ait toute la chaîne de compilation complète. La chaîne d'exécution en fait complète compilée. Ce qui peut être emmerdant de temps en temps. Mais là, par contre, on aura beaucoup plus d'optimisation, plus agressive et avancée. Je m'attarde un peu plus sur les optimisations spécifiques vraiment à la JVM. Du fait qu'on démarre en interprété, on va pouvoir récupérer les statistiques pour faire la profile guided optimization. Donc, au niveau des optimisations agressives ou optimistiques, on a la dévirtualisation, très importante en Java, parce que par défaut, toutes les méthodes, on va dire public protected, virtuelles en Java. Donc, ça veut dire que par défaut, si on ne fait pas d'optimisation particulière, on va avoir des appels virtuels à chaque fois, ce qui implique un coût à chaque fois qu'on appelle une méthode d'indirection. Donc, si le compilateur est capable de prouver que dans l'environnement d'exécution où on n'a pas de multiples targets pour la méthode, on va pouvoir dévirtualiser, donc c'est-à-dire remplacer la résolution d'un appel virtuel par un appel direct à la méthode, par rapport à son type. Donc ça, c'est super important, parce que vient ensuite l'optimisation suivante qui est l'inlining. Ça, en général, tout le monde connaît. Considéré comme des optimisations. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment déjà où on a dévirtualisé, on va pouvoir inliner, parce qu'on a un appel direct. Une fois qu'on a traduit ça en appel direct, on va pouvoir inliner cet appel. Parce qu'il est impossible d'inliner une méthode virtuelle. C'est un moment où on ne se connaît pas de destination, on est incapable d'aller inliner. Donc, à partir du moment après où on est capable d'inliner, on va pouvoir en fait s'ouvrir l'horizon pour le compilateur. Je m'explique. Un compilateur, il va compiler une méthode, mais s'il y a un appel à l'intérieur, pour lui, ça va être opaque. Parce qu'il va falloir il faudra en quelque sorte analyser ce que fait la méthode, s'il y a des effets de bord, etc. À partir du moment où on va inliner la méthode, on va pouvoir mettre tout le contenu de la méthode à l'intérieur de la méthode qu'on est en train de compiler. On va pouvoir réorganiser, on va être safe au niveau de la réorganisation des instructions, de l'allocation des registres, etc. Donc du coup, ça ouvre des perspectives au compilateur pour pouvoir faire ça en plus récursivement dans les appels qu'on fait qu'on inline, et de pouvoir avoir une optimisation plus globale de la méthode plutôt que s'arrêter aux bornes des appels. Et bien sûr, on enlève le coût de je mets les paramètres dans les registres sur la pile, je retourne de la pile, etc. Les conversions d'appel, enfin, c'est tout le surcoût d'un appel. L'élimination des gestions d'exceptions. Alors, vous pouvez avoir des méthodes avec des try-catch. À partir du moment où il n'y a pas d'exception de levée, à un moment où vous avez compilé la méthode, il va pouvoir virer toute la gestion des exceptions. Et au moment où il y a bien une exception quand même qui est lancée, là, il y aura une désoptimisation pour revenir sur un code plus classique. Uncommon Branch Elimination. Là, pareil, sur des if, tout bêtement. Vous êtes passé toujours au même endroit sur un if. Et ben, au moment où le JIT arrive,
il va vous compiler que la branche du if où vous êtes passé tout le temps. Et le else ne sera pas compilé, il y aura une trappe en disant ok, si je passe quand même dans ce else là, bah, je vais dire bah non, là je me suis planté, je vais désoptimiser et recompiler tout le if. Mais à partir du moment où vous êtes toujours passé que d'un côté, il n'y a pas de raison d'aller compiler le else. Donc tout ça, ce genre d'optimisation marche parce qu'on est capable de pouvoir revenir à le mode interprété et dire bah je suis safe, hein, je suis en interprété, je suis un peu plus lent, mais au moins je peux continuer à exécuter. Et bah, pendant ce temps-là, le JIT va pouvoir recompiler, c'est une méthode qui est un peu plus conservative. Null check elimination. Pas forcément très connu, mais très important aussi, parce qu'on fait beaucoup de checks contre nul avant d'appeler une méthode, en général sur les objets en Java. Et en fait, ce check à nul peut être complètement éliminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de code du tout d'assembleur généré pour le null check. Alors, comment ça marche derrière? C'est que au moment où il y a un vrai nul qui apparaît dans l'instance de la méthode et qu'on appelle la méthode, en fait, ça va lever une exception, par exemple sur Unix, etc., qui va dire ah, j'ai eu un segfault, parce que j'ai déréférencé nul, mais je catch le signal et je vais désoptimiser pour pouvoir, je vais déjà revenir en interpréter et continuer à exécuter, mais je vais désoptimiser et recompiler avec le check à nul. Mais à partir du moment où vous mettez un check à nul pour dire ok, c'est au cas où il y aurait quelqu'un s'est trompé et nul, mais normalement il n'y a jamais nul, bah, ce check à nul va être complètement éliminé, il n'y aura aucun overhead à avoir un check à nul en Java la plupart du temps. Enfin, le on-stack replacement. Ça, c'est aussi une technique utilisée, par exemple, une méthode main, point d'entrée. Cette méthode main, elle ne sera jamais compilée, parce qu'on ne va jamais appeler le main 10 000 fois. D'accord? On l'appelle toujours qu'une fois, la plupart du temps. Et donc, du coup, si vous faites un main et que vous avez une boucle à l'intérieur, bah, cette boucle, si on se base que sur le nombre d'appels de la méthode main, va être jamais compilée. Donc on va avoir une boucle while, et si on fait dedans, il va jamais être compilé. Donc pour pallier ce problème, on a quand même des compteurs en fait sur les boucles, et le JIT est capable de remplacer la boucle par du code compilé. Il va compiler juste le morceau de la boucle et va remplacer à la volée dans la frame sur la stack en fait de l'exécution par le code compilé. Ça a surtout été utilisé pour les benchmarks, parce qu'en général on fait des benchmarks dans le main. Donc ils ont vite vu l'avantage. Mais en fait, en principe, c'est très utilisé au final. Alors, les avantages et inconvénients d'avoir un JIT sur la JVM comme ça. Alors, les plus, bien sûr, c'est d'avoir des optimisations très optimistiques, agressives, du PGO, d'avoir un interpréteur qu'on peut toujours revenir en arrière, en cas où on s'est planté. Ça permet aussi d'avoir des phases de compilation beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer beaucoup plus de temps à compiler, parce que de toute façon, derrière il s'exécute, même si c'est en interprété. Au pire, en tier compilation, il va être au moins compilé avec C1, en client compiler. Donc on peut toujours passer beaucoup plus de temps sur les optimisations dans la partie serveur, et avoir des trucs qui sont vraiment au poil de cul. Autre chose, c'est un peu un side effect, mais c'est finalement très important dans le monde de la JVM, l'instrumentation. On va pouvoir changer le bytecode à la volée, parce qu'on part toujours en interpréter, puis après on compile. Donc c'est toujours ce pouvoir de modification à tout moment. Et du coup, de fait qu'on puisse le faire, ça devient aussi quelque chose dans l'écosystème de la JVM qui est un peu un produit. C'est-à-dire que on va utiliser ça comme une feature réelle. Donc après, tout ce qui est profiler, bien sûr, mais je pense à OG Lombok qui va générer automatiquement tout le code. Il y a d'autres librairies qui font aussi ce genre de choses, qui injectent du code. Je pense par exemple à un vieux parseur XML, je ne me rappelle plus son nom. Mais bon, il y a plein de techniques qui ont été construites autour de l'instrumentation, et c'est quelque chose que sur la CLR, j'ai très peu vu. Parce que c'est quelque chose qui est moins natif, il faut passer par des hooks, alors c'est possible de le faire, mais c'est vraiment pas facile à utiliser, etc.
Donc, alors que sur Java, c'est quelque chose d'assez naturel qu'on fait sur plein de librairies. Et donc voilà, ça c'est aussi l'avantage de cette approche-là. Les inconvénients, les warm-up. Le warm-up peut être vraiment long, donc comme j'ai dit, 10 000 appels, c'est configurable, mais bon, par défaut, 10 000 appels avant qu'on ait un code natif qui soit exécuté depuis le haut de la pile d'appels, ça peut être très long. Alors bien sûr, on peut le configurer, il y a la tier compilation qui va pouvoir aussi combler ce problème-là. Côté Azul, ils ont dans leur JVM le Ready Now qui permet en fait de stocker les statistiques de compilation lors d'une exécution et puis après de les réappliquer au redémarrage de la prochaine JVM. Et là, il vous réapplique et c'est direct, tout est compilé, tout est nickel. Donc la première exécution, vous serez bon. Ça marche très très bien. Les désoptimisations qu'on peut avoir, donc de temps en temps quand on s'est planté, le JIT s'est un peu planté sur l'exécution ou qu'on a un changement d'exécution, elles sont stop the world. C'est-à-dire que c'est comme un GT, on arrête tous les threads, on désoptimise. Alors c'est pas très très long, mais bon, ça peut se sentir de temps en temps, quoi. Si on est un petit peu à la microseconde, ça se sent. Donc voilà, c'est un peu les inconvénients, c'est que ok, on peut revenir à un interpréteur quand on veut, mais ça a un petit coût. Ok, passons à la CLR maintenant. Au niveau de l'historique, un peu plus simple. Alors, la CLR, quand elle est sortie direct d'un JIT. Il n'y a pas d'interpréteur pour la CLR. Enfin, ouais, en production. En fait, au final, on se rend compte que dans l'accord CLR, il y avait bien un interpréteur qui était prévu, mais c'est surtout pour le développement. Donc, JIT, c'est avec la 1.0 en 2002, c'était seulement 32 bits. Est arrivé le JIT 64 bits avec .NET 2.0. Donc là, le choix a été fait de dire, ok, le 64 bits n'était pas très répandu à ce moment-là. On va le réserver sur la partie serveur, donc les machines qui seraient 64 bits seraient des serveurs. Et donc du coup, on aurait quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on avait avec la JVM, c'est-à-dire quelque chose de plus lent à compiler, mais plus avancé au niveau des optimisations. Mais c'est toujours à l'exécution. En première exécution, paf, on compile. Est arrivé bien après, en 2015, le RyuJIT pour 64 bits, où là on a quelque chose de plus rapide que ce qu'on avait le JIT 64 bits de .NET 2.0, avec le même niveau d'optimisation. Donc quelque chose de plus rapide à compiler, mais avec un même niveau d'optimisation. Je vais m'attarder sur la partie machinerie. Parce que ça paraît un peu plus facile à imaginer d'avoir ok, un interpréteur, puis on passe au code compilé et inversement. Quand on définit une application et qu'on JIT directement avant même d'exécuter de l'IL, comment est-ce que ça peut marcher? Donc, on a une application, on va avoir une méthode en particulier, donc list.add, donc on a une liste, on va ajouter un élément dedans. Donc le add, c'est la première fois qu'on va exécuter cette méthode-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, quand on a compilé la méthode au-dessus, en fait, on a ajouté un stub, un precode stub, qui va être exécuté et qui va pointer en fait sur un thunk universel. Donc c'est toutes les méthodes qui n'ont pas été encore compilées vont pointer vers cette thunk là. Donc c'est une espèce aussi de stub qui va appeler le JIT. Donc il est universel pour toutes les méthodes. Le precode stub, en fait, il va surtout être utilisé sur les appels d'interface pour pouvoir faire des optimisations sur les appels d'interface, parce que les appels d'interface en CLR, c'est un peu coûteux. Et enfin, donc le thunk va appeler, lui, directement le JIT pour pouvoir compiler la méthode. Donc une fois que le JIT a compilé la méthode, il génère le code assembleur, et on va backpatcher l'adresse. On a appelé le precode stub, maintenant on backpatch en fait l'adresse pour pointer directement sur la méthode qu'on a compilée en mémoire. Et donc chaque nouvel appel en fait, on va appeler directement ça, mais chaque nouvel appel va ensuite directement appeler cette méthode-là. Donc en fait, on a changé l'adresse en mémoire de ce qu'on a appelé pour aller pointer vers le code compilé. Donc ça c'est pour un appel, on va dire classique, un appel direct ou virtuel. Pour l'appel d'interface, on va conserver quand même les precode stub pour faire la résolution de méthodes d'interface.
Au niveau des caractéristiques de la CLR-JIT, donc pas d'interpréteur. On commence directement du code compilé. On a quelque chose qui doit être rapide à compiler, et contrainte de temps, parce que comme on doit, pour exécuter la méthode, on doit d'abord la compiler, donc on a des contraintes de temps si on ne veut pas passer trop de temps au startup. Donc que ça soit rapide. Autre chose, c'est que la compilation donc intervient dans l'appel dans les threads appelant. C'est-à-dire que quand votre thread principal commence à appeler une méthode, il va appeler le code JIT dans le thread principal. Donc c'est pour ça qu'on a des startups qui sont assez lents sur la CLR au démarrage pour compiler toutes les méthodes qu'on découvre au fur et à mesure de l'exécution. Bien sûr, alors autre chose aussi, c'est que si vous avez plusieurs threads qui vont exécuter en simultané, de façon concurrente, une même méthode qui n'a pas encore été compilée, elle va être compilée en parallèle par tous les threads. Les avantages et inconvénients du CLR-JIT. Alors, donc au premier appel, on se prend le JIT, ok, mais une fois qu'on a fait ça, elle est compilée une bonne fois pour toutes. Et après, c'est très stable. C'est-à-dire que derrière, on va appeler plusieurs fois cette méthode, ça sera toujours le même code compilé, et il n'y aura pas de problème. Donc le warm-up est plutôt court, parce que du coup, c'est première exécution, paf, on compile, et après, on est complètement tranquille. Ça ne bouge pas, très prédictible. Ça peut servir. Donc des temps de compilation rapides, du coup, parce qu'on est contraint par ça. Et un autre avantage qu'on n'a pas sur les JVM, c'est les value types. Donc il y a un support direct en fait des value types. Donc tout n'est pas que référence de classe. Et donc le JIT prend en charge aussi ce genre de choses qu'on n'a pas sur la JVM. Donc ça c'est un avantage très fort sur la SLR. Les optimisations du coup ne sont pas aussi avancées, faut pas se le cacher, hein. Elles sont très conservatives, y a pas beaucoup, ça va pas aussi loin que ce qu'on pourrait faire avec la JVM, il n'y a pas de dévirtualisation, même si c'est en projet, tout début de dévirtualisation, tout petit peu. Et on va pas faire des branches elimination ou ce genre de choses, donc assez conservative. Très peu de réordonnancement d'ailleurs aussi d'instructions. J'en ai pas noté, peut-être que ça doit arriver, mais j'en ai pas noté. Autre point noir, l'appel d'interface est relativement coûteux. Contrairement à ce qu'on pourrait faire avec la JVM, la JVM peut savoir tout de suite que c'est monomorphique et on a juste c'est bien ce type là, hop, on appelle directement ou on inline même l'appel. Là, je pense que c'est aussi un legacy, c'est des contraintes de compatibilité avec le COM, etc., où en fait le dispatch d'interface était beaucoup plus coûteux. Ils sont même repris 2 fois pour implémenter ce dispatch d'interface. Donc on a une version plus rapide dans des frameworks récents, mais c'est quand même toujours plus coûteux qu'un appel virtuel classique. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué que, pour ceux qui sont dans le monde CLR, on déconseille de faire dans du code très critique, très performance sensitive, de faire des appels d'interface, parce que bien sûr, il n'est pas inlineable. Donc on perd aussi cette notion d'inline, sauf à certaines petites astuces. Donc voilà, au niveau du JIT. Question jusque-là? Oui. Micro, ouais. Il faut l'allumer en dessous, je pense. On profite pour faire une petite pause. Oui, quelle est ton expérience de NGen? Est-ce que tu as utilisé ou pas? Ouais, un petit peu, mais j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. De NGen, de ce que j'ai, c'est une compilation statique derrière. Je crois que ça applique même directement les optimisations du JIT telles quelles, mais sans apport, donc pas de sélection d'instructions ou quoi que ce soit spécifique. En pratique, j'ai pas vu beaucoup de monde l'utiliser énormément. Les gains sont pas faramineux, qui justifient pas forcément son utilisation. Donc, mitigé, l'expérience. Voilà. Si vous avez d'autres expériences à partager, n'hésitez pas.
certains qui disent qu'ils utilisent Ngen tous les jours et qui sont contents. Petite question sur, pas l'hygiène, mais le style de code. Est-ce que tu vas commencer à faire des choses en pensant aux optimisations, ce qui peut être bien ou pas bien, par exemple plutôt en Java, parce que c'est là où il y a presque le plus de magie, ou c'est un truc que tu fais pas du tout, que tu veux pas faire, que tu déconseilles totalement? Alors, c'est une très bonne question. Pour mon expérience sur la JVM, les optimisations du JIT sont aussi un peu calquées sur le style de code qu'il peut rencontrer. Au final, de coder du Java idiomatique, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire des petites méthodes qu'on peut inliner, des appels d'interface ou de virtuel, on s'en fout parce que pour lui c'est la même chose. Donc pas essayer d'être plus intelligent que le JIT là-dessus parce qu'il sait très bien le faire. Et au final, pour avoir beaucoup creusé le code généré par le JIT, donc de savoir exactement comment on fait, qu'est-ce qui est généré, etc., et dans les réordonnancements, etc., c'est très éducatif pour moi pour savoir comment ça marche. Mais en pratique, pour les performances, j'ai jamais eu à tweaker mon code exactement par rapport à du code généré. Donc j'aime bien regarder le code généré juste pour m'instruire, pour apprendre comment ça marche, etc. Et ce qu'il est capable de faire. Mais au final, j'ai jamais tweaké mon code par rapport à ce que pourrait être capable de faire le JIT. C'est plutôt dans les accès aux données, etc., où on va vraiment pouvoir gagner. Mais par rapport au code généré, pas trop. Donc honnêtement, du code Java classique, ça marche déjà très bien. Après, c'est plus au niveau l'algorithmique, bien sûr, mais aussi après l'accès aux données, cache-friendly, ce genre de choses. Là, ouais. Transformer une HMAP en un HMAP classique de JDK en une open addressing, on peut voir la différence. Et c'est parce que c'est cache-friendly. Mais pas parce qu'il y a un code généré qui est plus intéressant que l'autre. Voilà. Donc, côté JIT, c'est intéressant de savoir comment ça marche, ce qui n'est pas capable de faire réordonnancer. Par exemple, je pense sur du code log-free, en jouant avec les volatiles, etc. Là, de voir ce qui se passe un petit peu. Ok, c'est intéressant, mais ça va pas changer la vie du monde par rapport à ton code Java. Tant mieux, j'ai envie de dire. On peut rester bête alors. Ouais. Après, sur la CLR, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là, les gens commencent plus à regarder ce qui se passe derrière, ont peut-être aussi plus de maîtrise parce qu'ils peuvent faire du code unsafe et faire des choses un peu plus qui ressemblent plus à du C. Je pense notamment d'ailleurs à l'article d'Olivier sur l'inlining la dévirtualisation en fait des appels d'interface si on utilise des génériques et des structs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais en JVM parce que les génériques sont complètement effacés. La JVM n'a aucune notion des génériques alors qu'en CLR, il y a une notion des génériques intégrée directement dans la CLR. C'est un choix d'implémentation, j'aurais pu en parler, mais j'avais pas envie de parler des langages là-dedans. Mais ça, effectivement, c'est des choses qui sont plus très évidentes, qui peuvent effectivement améliorer les performances, mais qui relèvent plus de l'astuce de bord de certaines techniques que du code idiomatique C#. Quoi. Donc après, ouais. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, alors on parlait jusqu'à maintenant de .NET versus Java, mais il y a d'autres langages qui tournent sur une JVM. Oui. Est-ce que justement il y a des différences de comportement quand ça interprète du Scala, du Groovy, du Kotlin maintenant? Ou est-ce qu'il y a des optimes en plus ou en moins potentiellement En fait, c'est vrai que le JIT est un peu vu comme par rapport à du Java. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître certains idiomes. Il y a même, par exemple, je pense à ça, mais les getters et les setters, directement dans la JVM, des optimisations spécifiques pour les getters et les setters. À partir du moment où vous avez une fonction get qui renvoie juste le champ, qui ne fait rien d'autre que ça, déjà dans l'interpréteur, il y a des optimisations, mais après, au niveau du JIT, il va forcément, obligatoirement, l'inliner. Donc il n'y aura jamais un surcoût à faire un getter, parce que ça sera directement inliné. C'est forcé par le compilateur. Donc il y a par exemple d'inlining, c'est-à-dire qu'on peut inliner jusqu'à 9 niveaux par défaut, mais si votre 10e niveau c'est un getter, il sera forcément inliné, par exemple. Donc
où je voulais en venir là-dessus, je sais plus. Mais ouais, donc de Scala et de Groovy. Après, donc du coup, à partir du moment où le bytecode qui est généré ressemble un peu à ce que pourrait générer du Java, ça va bien se passer. Mais effectivement, s'il y a des choses qui sont un peu tricky, Scala fait des choses un peu plus... je maîtrise pas Scala dessus et ce que génère encore le bytecode du compilateur Scala, mais s'il fait des choses un petit peu plus tordues, etc., le compilateur, le JIT peut effectivement être un peu moins efficace là-dessus. Je sais qu'en Scala, des fois, il y en a qui sont, quand il y a des trucs qui sont un peu sensitifs à la perte, ils font certaines constructions en Java, en Scala. Alors, il y a 10 000 façons de faire certaines choses, mais il y en a qui sont un peu plus optimisées au niveau du bytecode et qui pourraient être un peu plus JIT-friendly et être un peu plus rapide à ce moment-là. Donc, ouais, il y a des choses peut-être qu'il faut faire attention qui sont différentes en Scala, mais là, il faut connaître un petit peu ce que fait le compilateur Scala, peut-être par rapport au bytecode. Peut-être mais éventuellement revoir compiler ça en Java pour voir si quand tu connais bien le Java est-ce qu'il va être optimisé, si ça va être intéressant ou pas. Après il y a l'invoke dynamique, je sais pas à quel niveau d'ailleurs Scala utilise un invoke, mais les optimisations autour du invoke dynamique sont très poussées. Donc par exemple tout ce qui est implémentation des lambda autour du invoke dynamique, ils ont énormément travaillé sur le JIT pour pouvoir optimiser ça de façon très performante. Donc après Groovy, il y a d'autres problématiques parce que c'est un langage de scripting moins typé, mais qu'il y a des choses de typage aussi en option, mais voilà. Donc ouais, ça peut avoir des différences, ça dépend comment on va coder aussi en Scala ou en Groovy pour ça. Donc faut aller un peu regarder comment ça se passe. Il y a un article d'ailleurs là-dessus de ShipIF où il y avait un benchmark Scala Java. Et au final, enfin vous verrez dans l'article, mais au final c'est juste que le benchmark était un peu mal fait, mais on pouvait arriver aux mêmes performances entre Java et Scala à partir du moment où on benchmarkait correctement. Mais voilà. D'autres questions? Pour avancer un petit peu, passer au GC. C'est bon? Le GC, autre grosse partie des runtime. Donc le GC en général, avantages et inconvénients, on va essayer de passer rapidement. Simplification de la gestion de la mémoire, bien sûr. J'en profite pour dire, c'est pas forcément très connu, mais quand vous faites des algorithmes log-free, je sais, c'est pas tous les jours, d'avoir un langage AGC, c'est quand même vachement plus pratique. Ça simplifie énormément le design des log-free parce que vous n'avez pas le problème ABA à gérer dans ce genre de... Je ne vais pas m'étendre là-dessus en détail, mais globalement, c'est lié au fait que quand vous avez un langage qui n'est pas avec du GC, vous avez un malloc et un free, par exemple, quand vous faites des blocs, par exemple, sur une concurrente linked list, vos blocs que vous allouez et que vous libérez, ils peuvent être, si vous rallouez un nouveau bloc, il peut être ralloué au même endroit que l'ancien bloc que vous avez libéré, que vous avez par exemple retiré de votre liste. Et donc du coup, vous retombez sur les mêmes données et l'algorithme log-free va essayer de tester les données sur ce bloc-là. Il va voir que c'est la même chose que ce qu'il avait retiré avant. Et il peut du coup se tromper. Alors que sur un langage AGC, vous n'avez pas du tout ce cas à gérer. Voilà, juste en passant. Rapide, oui, c'est plus rapide qu'un malloc. Après, on le paye quand on va réclamer la mémoire. Mais au final, ça fait du batching et ça peut être quand même plus intéressant. Réduit la fragmentation, normalement. Et peut être aussi cache-friendly. C'est-à-dire que la façon dont on alloue aussi, ça peut être très linéaire. Et même quand le GC passe, il va essayer de compacter bien les objets pour réduire justement cette fragmentation. Du coup, il devient aussi cache-friendly. Ça peut être très intéressant. Les problèmes qu'on peut voir avec un GC, c'est qu'on a des stop the world qui sont donc, parfois non prédictibles. Donc ça, c'est très embêtant. C'est peut être difficile à tuner, ou même pas du tout. On va le voir. Et on va s'attacher maintenant à voir les algorithmes de la JVM, rapidement. Donc le GC serial, du coup il est monothreadé. Le parallel GC, il est paralysé, merci. Du concurrent Merge and Sweep, qui est maintenant déprécié, donc il n'est pas très utilisé normalement. Mais il peut y avoir encore beaucoup d'applications qui l'utilisent. Je ne vais pas m'expliquer tous les algorithmes, c'est pas l'idée. Le J1 maintenant, donc qui est très en vogue.
Mais au-delà de ça, on a comme Azul qui propose un algorithme très très performant, avec vraiment des temps de pause qui sont très très bas, en dessous de la milliseconde la plupart du temps. J'ai une bonne expérience dessus. D'autres qui sont encore en développement, qui sont même quasiment en production ready. Shenandoah, donc de Red Hat. Pareil, sur le même principe, low latency, plutôt apparemment assez performant. Et un nouveau qui va être intégré à l'OpenJDK aussi, le JC, qui vient d'Oracle. Donc pareil, low latency, à peu près dans les mêmes... c'est pour ça que je les ai un peu regroupés, c'est à peu près dans les mêmes targets, c'est du low latency, c'est des region-based, donc par rapport à ce qu'on va voir dans le layout, c'est vraiment assez différent. Et target des très larges heaps, terabytes de heaps sans problème. Enfin, sans trop de problèmes. Les caractéristiques en fait, des GC sur la JVM, on va fixer une taille de heap. Ça paraît évident pour ceux qui sont avec la JVM, mais sur la CLR c'est moins évident. Donc c'est quand même une caractéristique très importante parce que du coup vous allez borner votre heap et donc le GC va se déclencher, va se comporter en fonction de ça aussi. Donc du coup quand vous avez des problèmes avec le GC, première chose, vous augmentez la heap si vous pouvez. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important et qui est une caractéristique fondamentale pour les GC sur la JVM. Ils sont tous comme ça. Un minor GC se trigger donc quand la Younggen est full, okay. Donc quand on arrive aux limites de cette génération. On a beaucoup d'options pour le tuning, peut-être trop d'ailleurs, parce que vous pouvez voir, si vous arrivez à lister les options de la JVM pour le GC, c'est quand même assez faramineux. Donc du coup, on peut faire des trucs de réglage très très fins, et du coup, on se retrouve avec des options sur la command line qui sont des fois assez importantes. Et qui des fois on ne sait même plus qui a rajouté quoi, pourquoi, et est-ce que ça vaut toujours la peine, c'est le bazar, on peut pas dire autre chose. Petit rappel sur donc le layout des GC. Donc on a deux générations, donc les GC sont presque tous générationnels sauf chez Shenandoah, mais bon. Donc ça c'est plutôt le layout qu'on a jusqu'à CMS. Donc deux générations, une young et une old. Donc les allocations se passent dans l'Eden. On a des survivor space pour faire lorsqu'on a des minor GC pour retenir un peu les objets avant de les promouvoir dans la old generation. Où là on a tous les objets à longue vie. Et puis une partie non-heap, donc on compte pas, qui n'est pas gérée par le GC, où il y a le metaspace, donc les métadatas des classes. Et les compress class space, bon, ça on s'en fout. Donc voilà, à peu près, layout jusqu'à CMS, c'est là-dessus. Au niveau à partir de G1, voilà, on a plutôt cette représentation-là. Enfin, le fait que ça soit divisé en régions, et chaque région peut être soit Eden, Survivor, Old, Among Us pour les gros objets, ou libre. Voilà. Donc du coup, un layout qui est beaucoup plus flexible que ce qu'on avait avant, ou qui était assez monolithique. Donc là, on va pouvoir aussi jouer là-dessus, sur la façon dont on alloue les objets, et comment le GC va pouvoir réutiliser certaines régions d'espace d'adressage. D'ailleurs, tout ce qui va être les GC low latency comme C4, Shenandoah et ZGC sont tous sur ce schéma-là, sur des régions. Donc on casse le monolithe qu'on avait avant, et on utilise la version région parce que c'est beaucoup plus flexible. Les avantages et inconvénients des GC sur la JVM. Donc on a un large choix d'algorithmes pour vraiment des types de workloads complètement différents. Si vous utilisez du batch, vous allez pouvoir utiliser pareil GC, ça va être très efficace, ou J1. Et si vous avez des workloads ou low latency, vous faites du trading, etc., maintenant vous avez un choix d'algorithme aussi pour ça. J1 c'est la merde pour ça, mais C4 c'est génial, Shenandoah je pense que ça doit bien marcher aussi, et on espère que Z ça soit pareil. Donc du coup, large choix. On parle peu de fragmentation sur les GC de la JVM, parce qu'ils sont très souvent compacting, à part CMS qui est vraiment sur une free list, mais tous les autres sont compacting, donc du coup la fragmentation c'est quelque chose qu'on connaît pas trop sur la JVM.
Dans les coup-ci, coup-ça, c'est le fine control tuning. Donc effectivement, on a un contrôle assez poussé des GC. Et on peut tuner vraiment finement. Alors, je l'ai mis moins parce que, comme on l'a dit, après on peut arriver sur des dérives. C'est un peu trop besoin de tuner, on se perd. Et enfin, le pause time qui peut être vraiment important. Donc là, quand vous avez des full GC, que ce soit même sur J1, etc., là, on dépasse la minute, ça devient n'importe quoi. Voilà. Au niveau de la CLR maintenant, les algorithmes dispo, c'est assez facile. Sur la workstation, on a soit, enfin je l'ai mis comme ça, stop the world, c'est-à-dire un truc qui va tout couper, tous les threads de votre application et faire son travail, et après hop, on relance l'application. Soit en background, où là on va essayer de faire la plupart des choses en concurrence de l'application. Il y a toujours des pauses, mais elles seront plus petites. Et sur la partie serveur, c'est la même chose. On a une option stop the world ou une option background. Donc pareil. Alors la différence essentielle entre workstation et serveur, workstation une seule heap à gérer, alors que sur la partie serveur, ça va être une heap par CPU, par core. Donc on va avoir une allocation de heap par core, et on aura des GC threads qui seront dédiés en fait pour une de ces heaps, à peu de choses près. Les threads sont même pinés d'ailleurs. C'est assez drôle. Donc voilà, la répartition elle est assez similaire que Workstation Server, c'est juste qu'après dans l'implémentation il y a quelques différences sur, on a plusieurs heaps par corps pour essayer d'être plus que le GC thread soit cache friendly là-dessus, que les allocations aussi soient un peu soient liées aux threads d'exécution. Je rentre pas dans les détails. Au niveau des layouts, là c'est assez différent. On n'a pas de taille fixée au départ. En gros, c'est toute la mémoire physique de la machine qui est disponible, qui vont pouvoir être utilisées, en théorie. Après, on découpe ça en segments. Donc là, je prends à peu près le dernier segment éphémère, où là, on va avoir après des générations. Alors là, cette fois-ci, il y a 3 générations, voire 4, si on considère LOH, Large Object Heap. Je n'ai pas représenté ici, je vais en parler juste un peu après. Mais là, on a 3 générations. On pourrait faire le parallèle avec la JVM en disant, ok, ça c'est l'Eden pour la génération 0, et Space c'est la génération 1, avant d'arriver sur la génération 2 qui est les objets à longue vie. Donc du coup, quand on fait une allocation, la gen 0, on a un pointeur de gen 0, et puis on fait les allocations ici. D'accord ? Et quand on a un gen 0 GC, du coup, il va s'occuper de tous les objets qui sont dans sa gen 0, et éventuellement compacter, et remettre le pointeur au dernier objet qui est encore en vie. Et réallouer par-dessus. Et en fait, quand on va faire des GC qui sont dans d'autres générations, on va avoir les pointeurs qui vont bouger là, par rapport à ces segments. Donc après, on a des objets dans la gen 1 qui vont être promus de la gen 0 vers la gen 1, puis après dans la gen 2, et la gen 2 va avancer comme ça au fur et à mesure, et les pointeurs vont se déplacer de cette manière. Donc on a moins de copies qui vont se réaliser en fait avec ce type de GC là, parce que ça va être en fait les pointeurs adresses qui vont bouger, alors que sur les GC classiques de la JVM, là on allait quand même plus copier les objets. Là la promotion se fait un peu naturellement en bougeant un peu les adresses. Alors il y a aussi du compacting qui est effectué. Compacting, on bouge quand même les objets en mémoire, hein, mais on essaie quand même, l'idée derrière le GC, la CLR, quand même éviter au maximum de copier les objets. On a des particularités aussi sur le GC, c'est qu'on a cette zone barrée là comme ça, que j'ai représentée, qui sont les pins d'objects. C'est quelque chose de très particulier à la CLR, qui n'existe pas du tout en JVM, enfin pas, en tout cas pas sous cette forme-là. Donc les objets pinés, c'est des objets qu'on a dit, voilà, on a alloué un objet classique sur la heap, et puis on va le déclarer comme piné. C'est-à-dire qu'on va dire au GC, tu n'as plus le droit de bouger cet objet-là. Donc du coup, le GC, il a essayé de faire au mieux autour de cet objet piné. Donc du coup, la gestion interne va beaucoup se faire en free list, même si on peut compacter, bien sûr. Mais du coup, là, par exemple, on a cet objet-là qui est piné. Du coup, quand on va allouer un objet, on aura cette partie-là qui va être vide, et on va devoir allouer l'objet un peu après. Et donc du coup, pour gérer ces blocs vides, il y a une free list, pour essayer éventuellement d'allouer des objets à l'intérieur. Donc du coup, il y a cette gestion un peu plus lourde des pins d'objects
qui est lié un peu au legacy, des choix qui ont été faits au départ, de dire, ben voilà, je veux quand même garder ça. L'avantage des pin objects, c'est qu'on va pouvoir interagir avec la partie native sans avoir de problème. Parce que si vous voulez publier un espace mémoire alloué dans la heap à une partie native, il ne faut pas qu'elle bouge. Donc quand vous compactez, vous bougez les objets, la partie native, ne sait plus où elle est. Donc on est obligé de piner les objets pour dire on va pouvoir partager ce buffer-là avec la partie native. Donc il y a beaucoup d'interactions avec la partie native qui sont liées un peu à la CLR. Il y a vraiment ce couplage fort, je trouve, avec le natif et la partie managée. On retrouvera dans d'autres exemples, mais voilà. Donc du coup, il y a vraiment cette particularité-là. Donc on se retrouve aussi dans la Gen 2, j'ai mis des parties libres comme ça, où la Gen 2 peut être aussi fragmentée, parce qu'une Gen 2, quand elle se déclenche, elle peut ne pas être compactante. En fait, chaque génération peut ou pas ne être compactante. Ça, c'est par GC à la volée. Et la plupart du temps, on est une Gen 2 qui est non compactante pour éviter d'avoir des temps de pause trop longs. Et à partir d'un certain moment, s'il trouve que le GC c'est plus efficace de compacter, on va compacter, du coup le temps sera un peu plus long. Mais voilà. Autre chose, comme on n'a pas de taille fixée, on peut essayer de s'étendre en mémoire tant qu'on a de la mémoire physique libre et essayer de délayer par exemple une Gen 2 compactante qui va coûter beaucoup, essayer de délayer au maximum et dire bah tiens, plutôt que d'essayer de faire une Gen 2 compactante pour essayer de récumuler de la mémoire, comme j'ai de la mémoire physique assez libre, bah, je vais pouvoir m'étaler un peu plus. Voilà, du coup j'alloute des nouveaux segments et hop, j'y vais allègrement. Donc vraiment une approche vraiment différente du GC là-dessus. Même si je pourrais comparer cet algorithme à ce qu'on a dans CMS, au niveau de la JVM. Donc pour moi, le GC de CLR, c'est vraiment au niveau CMS, avoir ses free lists, etc., compactante ou pas. Alors quand elle est compactante, bah, ça devient full GC, pour faire une analogie avec la JVM. Donc les caractéristiques du GC, bon, c'est un peu tout ce que j'ai décrit. Donc une heap totale qui dépend de la taille physique sur la machine. Donc le GC est déclenché en fait sur une estimation de l'allocation budget par génération. Donc par génération, en fait, on va avoir le GC va automatiquement estimer un budget d'allocation qu'on va permettre. Donc sur une Gen 0, on va dire voilà, bah, tu vas pouvoir allouer que 16 MB, et au bout de 16 MB, quand on aura alloué, paf, je déclenche le GC. Et à chaque GC, il va réévaluer cette estimation-là en fonction d'un rate de survivant. Donc le nombre de en fait, qui ont été promus et qui sont survivants d'une génération à l'autre, va rentrer dans le calcul de ce budget-là, plus d'autres heuristiques. Mais donc voilà, du coup, c'est pas lié à une taille de génération, c'est par rapport à comment se comporte un peu l'application et l'allocation. Donc du coup, comme j'ai expliqué, on va s'appuyer sur le fait que les générations ne sont pas une taille fixe pour pouvoir en fait s'ajuster. Donc on peut ajuster une Gen 2 vraiment en fonction de la taille de mémoire physique globale de la machine. Après, il y a d'autres heuristiques qui rentrent en jeu, mais donc, du coup, c'est là que c'est un peu compliqué pour comprendre l'algorithme GC sur la CLR, c'est qu'il y a beaucoup d'heuristiques qui ne sont pas forcément publiées, qui ne sont pas expliquées en tout cas, mais du coup, voilà, en fonction de certains modes, on peut dire, bah voilà, soit je m'étends complètement dans la mémoire physique, ou bien je vais quand même faire de la Gen 2 compactante parce que je vais essayer de diminuer la pression de mémoire sur l'ensemble de l'OS. Et puis, ou bien je trouve ça plus efficace parce que j'ai beaucoup d'objets finalement qui ont été marqués comme libres, enfin, marqués, et que du coup, par rapport à la taille de ma génération, je vais pouvoir être plus efficace pour récupérer la mémoire. Donc à chaque fois qu'un GC est déclenché, il va avoir ce qu'on appelle une plan phase qui va déterminer s'il est compactant ou pas. Si une phase est pour chaque génération, même pour la Gen 0, on peut déterminer si c'est intéressant d'être compactant ou pas. En pratique, c'est quasiment tout le temps compactant sur une Gen 0 ou une Gen 1. Sur la Gen 2, par contre, c'est là où cette plan phase est plus importante. Mais vous pouvez avoir des Gen 0 qui sont non compactantes. J'en ai jamais vu, mais c'est possible. Enfin, oui, non pas tout à fait, mais le large objective, c'est une caractéristique très particulière de la CLR. Dire, bah voilà, à partir d'une certaine threshold, à certaine taille des objets, on va les mettre dans une génération spéciale, parfois appelée Gen 4 d'ailleurs dans l'implémentation, Gen 3 pardon,
Et cette heap spéciale, en fait, elle va la plupart du temps pas être compactante. Et alors, du coup, on est basé sur un threshold de 85 000 octets. Ça paraît complètement arbitraire et ça l'est. Et de toute façon, vos objets avec des champs à l'intérieur, ils feront rarement cette taille-là. Donc globalement, ça se dirige vers les buffers, les tableaux, les byte buffers ou autres. Donc des arrays qui sont assez conséquents et qui vont être mis là-dedans. Pourquoi ? Parce que si vous avez des gros objets comme ça de 85 000 octets, à bouger, à copier, c'est très coûteux. Donc du coup, plutôt que d'essayer de les bouger, on va mettre dans un truc spécial, comme ça le GC n'aura pas à faire du compacting dessus. Et du coup, on élimine tous ces objets-là des générations plus basses. Enfin, je dirais presque le plus important, il y a, j'ai mis no option, bon, il y a très peu d'options, en gros au choix du flavor de votre GC, et tout se fait par auto-tuning, donc vraiment par heuristique. Donc très peu dessus, même si sur la partie core CLR, il y a un peu plus de choses qui commencent à arriver dessus. Donc les avantages et inconvénients de GC CLR. Donc on a des post-time qui sont plutôt courts, vraiment de quelques dizaines de millisecondes au maximum, sauf sur une Gen 2 compactante, hein, bien sûr. Mais honnêtement, c'est quand même assez court. En même temps, les générations peuvent être aussi taillées en fonction, donc sont plutôt aussi plus petites que ce qu'on peut retrouver sur la JVM. Donc vraiment des temps plus courts. Il faut avoir un peu en tête que ça target quand même des applications qui sont interactives, donc beaucoup d'applications de desktop. Un peu d'applications serveur, mais avec des heaps qui sont quand même plutôt entre small et medium. Une petite moyenne heap. J'ai rarement vu des applications sur .NET qui sont avec des grosses heaps, par exemple 32 ou des trucs comme ça. C'est plutôt rare, même si on en a à Criteo, on ne va pas se cacher, on en a. Mais du coup, effectivement les coûts sont plus importants, ça c'est sûr. La façon, alors, j'ai eu la chance d'avoir eu celle qui maintient le GC, oui, il y en a qu'une en fait, qui maintient le GC puis Microsoft. Donc elle est venue à Criteo, on a pu beaucoup de questions, elle est restée 3 jours, donc on a pu beaucoup discuter là-dessus. Et on voit que le design là-dessus a été vraiment orienté par rapport à ce que les clients de Microsoft, tous les développeurs utilisent. Et au final, on se retrouve avec beaucoup d'applications desktop. D'avoir un GC qui est plutôt réactif avec des temps de pause plutôt courts, mais dans des temps de réponse qui sont plutôt humains. Donc c'est vraiment optimisé sur cette partie-là, plus que sur une partie vraiment serveur, même si vous avez ASP.NET bien sûr. Par exemple, une vue sur des GC low latency n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour l'instant, même s'ils y pensent, mais ils ne voient pas pour l'instant l'intérêt. Et un petit peu le proche là-dessus. Donc sur la partie mitigée, bien sûr, le no control tuning. Donc ça, peut être bien ou pas bien, en fonction des cas. Une fragmentation un peu persistante, comme on l'a vu, parce qu'on a beaucoup une gestion de freelist qui est de toute façon inhérente à la façon dont est architecturale GC. Toujours la fragmentation. Donc par exemple, quand vous avez les statistiques de GC, si vous regardez bien, il y a toujours un pourcentage de fragmentation qui est à l'intérieur. Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que d'avoir le temps de pause, c'est assez compliqué de l'avoir en CLR, alors que sur une JVM, c'est le premier truc qu'on va regarder, c'est les temps de pause. Mais par contre, on a plutôt l'accent est mis sur la fragmentation sur la partie CLR, alors que la fragmentation sur un GC de JVM, on n'a pas forcément cette information-là, ou c'est pas forcément pertinent. Et enfin, le plus gros point, c'est les pins d'object, qui sont assez une plaie en fait sur la CLR, qui sont d'ailleurs faits des fois automatiquement par la BCL, etc. Dès qu'on a des interactions avec la partie native, il y a des pins d'object comme ça qui peuvent popper automatiquement, enfin en tout cas moins sous contrôle de notre code. Et ça, du coup, il y a vraiment toute une partie de gestion très particulière dans le GC pour ces objets-là, et du coup qui rendent des fois, il y a une grosse complexité là-dessus. Alors, pour faire un parallèle avec la JVM, parce qu'il y en a qui sont sur la JVM, en gros, c'est les buffers directs, allocation directe. C'est-à-dire que vous avez byte buffer avec alloc direct, vous avez des objets qui sont hors heap,
d'accord, et qui sont là pour aller dialoguer avec les appels système sur les sockets, etc. D'accord, donc on utilise ces objets-là en fait pour pouvoir mettre des données et que en fait quand on fait des appels natifs, ils peuvent directement aller piocher dedans plutôt que de faire une copie intermédiaire. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des objets, mais plutôt que de dire on l'alloue hors heap, on l'alloue dans la heap, on le marque pinned et comme ça, les objets natifs, les parties natives vont pouvoir taper dedans. Voilà un peu la différence entre les deux. D'autres questions? Alors on passe au tooling. Rapidement. Il est déjà, ouais, je me suis étendu. Oui. Sur la JVM, à une époque, je me souviens qu'on conseillait de mettre XMX au même niveau que le XMS. J'ai l'impression que c'est plus d'actualité. Je me demandais pourquoi on faisait ça avant. Ouais. Est-ce que c'est un mythe C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Pas du tout. Moi, j'ai utilisé ça pendant 9 ans, hein, donc c'est pas du tout un mythe. Et je sais pourquoi. En fait, pour les algorithmes jusqu'à CMS, en fait, si on avait un MS et un MX qui étaient différents, donc on démarre avec une heap qui est plus petite et on lui dit maximum c'est vachement plus haut. Imaginez 2 gigas et on met un MX à 32 gigas. À chaque fois qu'il y a besoin de resizer, donc on lui dit 2 gigs il commence à se remplir, hop, j'ai un GC, je vais me resizer. Ce resize en fait est forcément fait par un full GC. D'accord ? Et dans certains cas, c'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir resizer, mais avoir un full GC, ça peut être un peu coûteux pour faire le resize. Donc du coup, on s'est dit, tant pis, on fait MS, MX, comme ça on est très prédictible sur ce qu'on alloue dedans et la montée en heap. Et GC impromptu. C'est plus prédictif. Et c'est depuis quel JDK que ça a changé du coup? Alors, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas trop changé. Disons qu'à partir de J1, ça se passe mieux. Parce que J1 est beaucoup plus dynamique là-dessus. Et donc il est capable en fait de pouvoir se resizer. La Younggen en fait se resize très, très facilement. Et donc du coup, lui, quand il va monter si on a un MSMX différent, il va pouvoir monter sans full GC. Voilà. Et donc du coup, là, ça devient moins important de faire ça. Bien qu'après, certains experts d'optimisation des GC conseillent toujours, même pour J1, de faire un MSMX pareil, pour avoir quelque chose de un peu plus facile à maîtriser, parce que du coup, comme il y a beaucoup d'heuristiques sur J1 pour faire justement ce sizing, d'avoir un MSMX qui soit équivalent, ça permet quand même d'anticiper un peu plus facilement. Voilà, mais c'est pas un mythe du tout. Alors, à quel niveau? Ouais, ça dépend, ouais. Ça va être à peu près similaire, ouais. On va avoir aussi un header et puis le pointeur sur la VTable, globalement. Donc ça va être assez similaire. Je ne connais pas exactement les tailles sur la CLR, je ne maîtrise pas à ce niveau-là, mais ouais, ça va être à peu près similaire. En fait, quand on regarde la CLR, voire le C# en 2002, quand ils ont sorti la première version, c'est quasiment une copie d'AJVM et de Java. Avec les mêmes travers d'ailleurs dans certains designs, comme par exemple d'avoir le header avec les informations de locking ou faire du lock à travers l'objet. C'est exactement la même chose. Et en pratique, maintenant, ça avait une justification à l'époque où en fait l'accès mémoire a été aussi coûteux que de faire des instructions, mais ça l'est plus du tout maintenant et du coup on a un surcoût sur les objets qui devient un peu. Mais ouais, c'est vraiment similaire là-dessus. Sauf s'il y en a qui me disent le contraire pour ceux qui maîtrisent la CLR, mais pour moi c'est la même chose. Ok. Ce qui est assez important aussi sur un runtime. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quand on veut troubleshooter ou quand on veut profiler ou quoi que ce soit sur JVM, brut de décoffrage, sans parler d'outils tiers où il y a la pléthore, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des outils lignes de commande, pour faire des thread dump, on a JStack, voilà, JCMD aussi, c'est la nouvelle command line qui devient un peu la fusion de tous les outils qu'on avait auparavant. Si on veut faire des heap dump, des classes histogrammes, on a JMap aussi, JCMD. Donc c'est très important. Et pour avoir des informations sur le GC, on a JStat, qui n'est pas forcément très connu, mais le JCMD est toujours pareil, il fait tout ce truc-là. Et les logs GC.
Alors, il faut quand même noter que ces outils-là, ils sont quand même indépendants de l'OS, enfin, comparatif. Donc, ils sont écrits en Java, même s'ils interagissent avec la JVM. Donc, du coup, on peut les avoir, on les a sur tous les environnements où vous installez votre JDK. Soit Linux, Windows, Solaris, ARM, etc. Donc, vous avez toujours ces outils-là. Et donc, vous pouvez faire toujours votre heap dump, qui est toujours sur un format portable, que ce soit, donc vous pouvez faire un heap dump sous Linux, l'importer dans Windows et faire votre analyse. En fait de l'OS. Et le thread dump, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement en JVM, très facile à faire, relativement peu coûteux, même s'il fait un stop the world, mais ça reste quand même acceptable. Si on veut avoir des informations sur la config, on a aussi JInfo, très peu connu, mais ça permet aussi de changer les flags à la volée. Pareil, JCMD peut faire la même chose. Donc JCMD, maintenant, c'est le gros pot pourri pour tous ces outils-là. Parce que tous les autres outils que j'ai cités, JStack, JMap, JInfo, JStat, ils vont être dépréciés et ils vont mourir et être retirés au fur et à mesure. Pour le monitoring, profiling, analysis, qu'est-ce qu'on a? On a le bon vieux JConsole. Bon, enfin, c'est juste du monitoring. Hein. C'est quand même assez dégueulasse maintenant. Visual VM qui est quand même beaucoup mieux à partir du JDK 6, il me semble aussi. Donc ça, c'était quand même déjà beaucoup mieux, beaucoup plus abouti. Vous pouvez faire à peu près tout. Du monitoring, bien sûr. Du profiling, parce que vous avez le profiler NetBeans qui était intégré. L'analyse, on pouvait charger vos heap dumps dedans et puis faire l'analyse des heap dumps. Donc ça c'est fourni avec le JDK, donc c'est plutôt pas mal. J'aimais beaucoup cet outil, il y avait pas mal de plugins aussi qu'on pouvait rajouter. Il est toujours vivant, une nouvelle release encore aujourd'hui je crois. Mais il va être remplacé par Mission Control, qui lui fait à peu près tout aussi, du monitoring, du profiling, plutôt même meilleur que Visual VM, et faire de l'analyse aussi de heap dump. Tout ça aussi c'est dans Mission Control. Donc Mission Control va être open sourcé et va être versé dans l'OpenJDK. Donc, parce que jusqu'à présent Mission Control, enfin en tout cas la partie Flight Recorder, la partie profiling, il fallait avoir une licence Oracle si on veut utiliser en production, mais maintenant qu'il va être en OpenJDK, pouf, tout ça explose, donc du coup ça est plutôt sympa. Et enfin les MXBeans, donc ça c'est la partie JMX, donc dans la JVM on a in the box, out of the box, en fait, tout plein de MBean, de monitoring MBean, qui permettent de monitorer la JVM avec énormément d'informations sur les tailles de heap, vous pouvez les avoir en temps réel, donc de chaque génération, le nom de classe loadé, les informations sur le JIT, énormément d'informations que moi j'utilise énormément pour pouvoir profiler, monitorer une application, son comportement, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut donc soit consulter par les JConsole, Visual VM, Mission Control, soit aussi utiliser programmatiquement et qu'on peut intégrer dans des logs. Enfin, ça peut être assez puissant. On peut être notifié aussi par des GC par exemple. Tout ça j'en parle dans ma présentation sur la JVM Troubleshooting. Donc voilà, donc on a tous ces outils-là et qui sont, pareil, disponibles. Au niveau de la CLR, qu'est-ce qu'on a? On va avoir à peu près des choses similaires. Du thread dump qu'on va faire avec procdump, qui est, je dis ça, mais c'est fourni avec les internals en fait, hein, le procdump. Donc c'est des outils quand même qui sont fournis par Microsoft, mais qui sont à part de la CLR. Au niveau des heap dump et du class histogramme, on va faire aussi un proc dump. On va faire globalement un dump du process complet. Et faire un core dump pour qui sont sous Linux. On fait ça. Je dirais que pour le thread dump, c'est un peu compliqué quand même de faire ce genre de choses. Enfin, c'est possible de le faire, bien sûr, mais on sent que c'est beaucoup plus lourd et plus coûteux de le faire. Parce qu'en gros, il va faire aussi son dump du process, même si ça peut être plus petit. On sent que c'est plus lourd. C'est moins automatique pour ceux qui utilisent la CLR de faire un thread dump. En tout cas, de mon expérience j'ai eu, faire un thread dump, quand on leur demande de faire un thread dump, en même temps, il faut faire un demi-process, ça va arrêter le process, ouais, mais c'est quand même intéressant. Et du coup, je sens qu'il y a moins d'automatisme à faire ce genre de choses. Quand on a un problème de mémoire, ça n'a pas de problème, on fait un heap dump. Là, les tailles de process en général sont plus petites, mais
Voilà. Au niveau des GC, on a les perf counters, mais c'est de la grosse merde, et les ITW events, qui sont beaucoup mieux. Alors, vous voyez, les perf counters, c'est de la merde, je le dis clairement. Avant, effectivement, c'est ça qu'on utilisait beaucoup à Criteo, en train de bouger vers ITW complètement. Surtout que quand on a rencontré donc celle qui se maintient le GC, elle nous a clairement dit les perf counters, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout, parce que c'est des trucs qui sont samplés. Donc si vous récupérez un perf counter au bout d'une minute, vous allez avoir ce qui a été récupéré, genre la dernière valeur que vous avez eue entre votre minute, les derniers. Donc du coup, vous manquez plein d'informations. Plus on n'a pas le temps de pause qui sont donnés avec les perf counters, plus il y a des informations qui sont complètement délirantes des fois. Donc moi, on nous a dit, surtout, utilisez plus les perf counters. Donc clairement, ça existe, mais c'est la grosse merde. Par contre, les ITW event, donc Event Tracing for Windows, ça par contre c'est quelque chose de vraiment très solide sur Windows, avec des informations très précises et très abondantes. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, avec des temps de pause qui peuvent être récupérés, etc. Donc ça c'est quelque chose que je recommande largement d'utiliser pour faire le GC, mais aussi pour d'autres choses. C'est vraiment même quasiment dans Windows, c'est-à-dire que c'est intégré dans Windows et vous avez tous les événements possibles au niveau du kernel, etc. Donc une partie CLR bien sûr, mais c'est vraiment assez large. Pour le monitoring, profiling, analysis, qu'est-ce qu'on a? Alors, WinDBG, à toutes les sauces, WinDBG, avec les extensions SOS et SOSX. Donc c'est un peu obligatoire. Dès que vous ouvrez un heap dump sous WinDBG, vous rajoutez directement SOS pour la CLR, là, et là vous avez tout plein de commandes en plus pour pouvoir débugger plus facilement votre dump et voir tout ce qui se passe, faire toute l'analyse. Alors, faut pas se cacher, WinDBG c'est très vieux, avec une interface qui est vraiment dégueulasse, et tout est en ligne de commande avec des commandes qui sont vraiment à se retourner le cerveau, mais c'est très puissant. C'est vraiment très puissant, on fait à peu près tout avec, mais alors, du coup, il faut se faire une liste des commandes qu'il faut faire à chaque fois, etc. Alors, ils ont une version sur le Windows Store avec un ruban, genre la Office, qui est vachement plus sympa. Mais bon, c'est toujours avec des commandes de folie. Mais honnêtement, c'est vraiment super puissant, mais c'est très roots. Donc faut aimer. Mais on fait tout avec. Visual Studio, bien sûr. Donc là aussi, pareil, Visual Studio, c'est à toutes les sauces. Vous avez tout intégré dedans. Donc pour tout ce qui est monitoring, profiling aussi là-dessus. Mais il faut exécuter vos applications sous Visual Studio. L'analyse aussi, il peut faire les heap dumps dedans, pareil. Donc tout est intégré là-dedans. Et ensuite, bien sûr, les ITW events à toutes les sauces aussi, surtout pour le monitoring. On va avoir d'autres applications, c'est des API aussi qui sont disponibles, avec des headers, etc. Donc pareil, je recommande fortement. Et enfin, le Purview, qui est l'outil vraiment pour faire le profiling. Pareil, avec une interface dégueulasse. Donc bien sûr, l'interface c'est pas forcément le propos de l'outil, mais honnêtement, il fouf. Mais c'est pareil aussi, super puissant. On peut faire vraiment des trucs qui sont très précis. Donc c'est vraiment un wrapper des ITW events, donc il va pouvoir collecter tous les events que vous voulez de la Terre, etc. Mais là, j'aurais pu faire un screenshot, mais c'est vraiment fouf. Un peu bizarre, et tout le monde le reconnaît, mais tout le monde s'en fout. Il est open source, pareil, on peut taper dedans, etc. Alors ça, c'est le grand avantage aussi maintenant de la partie CLR, c'est que vraiment tout a été open sourcé, donc ça a été un grand pas. Du coup, on a pu découvrir plein de choses sur les archétypes de la CLR. On a vu plein de blogs tourner sur expliquer comment ça, alors qu'avant, c'était quand même assez spartiate sur les explications. C'était toujours de très haut niveau, mais si on voulait vraiment rentrer dans les internals de la CLR, c'était assez compliqué. Oui. Ah bah tu oublies, faut oublier. Honnêtement, justement, merci de me rappeler, c'est un des points aussi que je voulais soulever, c'est que du coup, tous ces outils-là, ils sont vraiment très liés à Windows, et quand on arrive sur Linux, on est un peu à poil, faut le dire. Alors que sur la JVM, c'est quand même très orienté cross-platform, moins lié à l'OS, et donc du coup, tous ces outils-là, tous les outils en fait de troubleshooting, ils sont disponibles et ça marche nickel.
Alors après, bien sûr, ils font évoluer ces outils pour les porter sous Linux, mais c'est pas encore là. Nous, on a comme projet d'utiliser la Core CLR en production. On utilise déjà pour certaines applications en production. Et en fait, on se pose la question dans notre équipe de justement comment on va pouvoir troubleshooter tout ça. Et globalement, on est à poil. On sait qu'on est à poil, donc du coup, on est en train d'essayer de développer des outils autour de ça. Comment on va pouvoir monitorer, Alors les ITW events sont de la CLR, vont être disponibles aussi sur la Core CLR via LTTNG sous Linux. Donc du coup, il faut s'interfacer avec LTTNG pour pouvoir lire ces événements et pouvoir avoir le même niveau de monitoring qu'on avait auparavant sous Windows. Mais il faut défricher quand même pas mal. Clairement, on est un peu les early adopters là-dessus. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu des designs au départ qui sont plutôt communs, ok, jusque-là. Donc on a un runtime des deux côtés, on a une abstraction du hardware et de l'OS, et on a une memory safety avec le GC. Jusque-là, tout va bien. Au niveau du JIT, les différences pour la JVM, donc quelque chose d'hybride interprété, compilé, c'est la notion la plus importante qu'on va retenir. Sur CLR, c'est First Execution Compilation. Donc, première exécution, paf, compilation. C'est vraiment les gros points de différence entre les deux. Après, tout va en découler. Au niveau du GC, très important, c'est compacting. À part tous les autres sont vraiment compacting d'une certaine manière. Très tunable, ou trop. Et beaucoup de choix en fait, de GC. Au niveau de la CNR, auto-tunable. On a tous fait automatiquement, on n'a pas de contrôle. Des gestions de freelist, donc un peu compactant certes, mais avec une gestion de freelist un peu plus lourde. Et bien sûr, les pins d'objects. C'est aussi pour ça qu'on a les freelists et à cause des pins d'objects. Donc ça, c'est le point le plus important sur le GC de la CLR. Au niveau du tooling, beaucoup d'outils sur les JVM qui sont OS indépendants et sur la CLR, des outils plutôt bas niveau, à part Visual Studio bien sûr, mais puissants, hein, faut pas non plus dire, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, faut en vouloir pour les utiliser, hein, au départ quand on est un peu débutant, mais après c'est vrai que quand on maîtrise c'est super puissant. Mais du coup OS dépendante, effectivement c'était un point soulevé. Donc voilà, après, pour construire cette présentation, je me suis filé sur beaucoup de choses. Donc je vous ai filé, donc pareil, je vais remettre mon Twitter, mais je vais tweeter les slides. J'ai mis beaucoup de références, je vais toutes les citer et les expliquer, mais bon voilà, j'ai globalement, ouais, qu'est-ce que c'est qu'un just-in-time, le PC Mag où j'ai chopé l'information de Borland, etc. Alors, les choses intéressantes. La thèse de Cliff Click qui a créé le JIT compiler pour la hotspot. Le hotspot, le JIT compiler est basé en fait sur sa thèse qu'il a implémentée en fait réellement. Donc la combinaison d'analyse sur les optimisations. Donc il va combiner les optimisations. Donc ce qui est implémenté dans ces deux essentiellement, ce qui donne aussi toute la puissance. Vraiment pourquoi il est aussi performant. Donc vous avez un résumé si vous n'allez pas vous taper la thèse, hein, qui est quand même assez grosse, mais un résumé qui est très très bien fait, que j'ai beaucoup utilisé. En pratique, pour le futur, ça marche très très bien ce JIT compiler, sauf qu'il est hyper compliqué à maintenir, et donc du coup Oracle commence à essayer de le virer, quoi. Au bout de 20 ans, effectivement, ça commence à dater. Et donc c'est très compliqué à maintenir, donc c'est pour ça qu'il pousse vers Graal. Donc pour ceux qui ont éventuellement en gros c'est vraiment le futur du JIT pour Oracle. Pour Azul ils sont passés sur LLVM, mais pour les mêmes raisons aussi, parce qu'ils disent que c'est très puissant mais c'est impossible à maintenir. C'est une catastrophe. Pour le client compiler, il y a un très bon article sur le design quand ils ont redesigné pour Java 6 le client compiler, qui donne beaucoup d'informations dessus. Des informations sur l'hotspot server compiler aussi. Un article sur la null check elimination, donc comment ça fonctionne. Un article très important de Chipilef sur comment le dispatch de méthodes se fait pour les méthodes virtuelles, les méthodes d'interface c'est pareil, en Java c'est la même chose. Donc il y a un article très poussé, très pointu sur comment ça fonctionne, donc vraiment essentiel. Par contre il vous faut 1h30 à peu près pour le lire, une traite, et peut-être un deuxième coup pour bien digérer. J'avais fait aussi un article assez similaire sur les virtual calls en Java, donc ça c'est sur mon blog. Et un outil pour voir le code généré par le JIT, JITwatch.
Au niveau du GC sur les JVM, bon, voilà des informations sur Garbage Collection. Il y a un Java GC Minibook sur InfoQ. Pour comprendre les bases du GC sur la JVM, le white paper d'Oracle, enfin anciennement Sun, qui est très bien foutu, les phases de CMS, le J1, comment des descriptions du J1, comment le tuner. Il y a aussi une très bonne présentation de Simone Bordet sur le J1 et comment lui l'a utilisé en pratique et comment le tuner. Pour Azul, vous avez l'algorithme qui est décrit ici, que vous avez mis en référence. Pour Shenandoah, il y a une très bonne présentation pour les problématiques de changement Shenandoah et la présentation de ZGC pour l'OpenJDK. Le tooling pour les JVM, bon voilà, dans toutes les commandes, merci. Comment comprendre les GC logs, les Java control, et puis une documentation d'Oracle, les plateformes MBean si vous ne connaissez pas, pour aller voir. Au niveau du JIT-CLR, donc il y a pas mal d'articles assez intéressants qui sortent. Donc quels sont, alors ça c'est un article qui date de 2009, mais qui est très 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 bien, de Sacha Goldstein, sur quels sont, alors lui il a fait du rétro-engineering, parce qu'à l'époque on n'avait pas les informations, du rétro-engineering sur des optimisations de JIT, qui est très très intéressante, et qui s'est pas trop trompé finalement, donc c'est plutôt bien. Il y a du tiered compilation qui va être introduit dans .NET Core, donc il y a un petit article qui explique un peu comment ça va se passer. Ça va être compliqué, mais ils sont en train de travailler dessus. La description du RuJIT et qu'est-ce que ça apporte, et quelles sont les nouvelles de ce JIT-là, l'overview aussi. Ah oui, ça j'ai découvert aussi. Le MPGO, là, l'Using Background JIT. Alors, c'est pas du tout ce que vous pensez par rapport à la JVM. C'est en fait d'avoir à éviter d'avoir les appels, les threads appelants qui font le JIT. Et donc du coup, en fait, c'est une espèce de... C'est du Profile Guided Optimization, c'est-à-dire que vous avez En plus, il faut le coder, le truc, il faut appeler les API, mais bon, donc il faut le mettre dans votre application, et vous pouvez donc faire un premier jet, démarrer l'application, il va vous enregistrer les informations, et du coup, quand il va redémarrer, il va lancer la compilation des méthodes qui ont été enregistrées pour pouvoir les compiler en avance, avant qu'elles soient exécutées, et pour que du coup, le thread appelant ne se prenne pas à chaque fois la compilation. Donc voilà. Pas l'air non plus de la folie, mais bon, ça mérite d'exister, je ne connaissais pas. Ça, c'est un article très important sur effectivement savoir comment analyser comment faire la machinerie du JIT, c'est-à-dire comment est-ce que le JIT va compiler au moment de l'exécution avec les pre-code stub, etc. Comment les trouver, les comprendre avec le WinDBG. Donc c'est très roots aussi, mais c'est super pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai utilisé pour mon présentation sur la machinerie là. Pourquoi utiliser cette interface, c'est mal en .NET. Donc avec l'accord CLR, on a aussi ce qu'on appelle le Book of Runtime, qui est en fait une compilation, documentation interne de Microsoft qu'ils ont foutu sur GitHub pour ceux qui veulent coder dans la CLR quand ils arrivent, les newbies, et comment fonctionne le dispatch, en fait le Virtual Stub Dispatch pour les interfaces. C'est un gros bordel. Un exemple de dévirtualisation qu'ils ont rajouté dans l'accord CLR, donc c'est un tout début, voilà, donc quand vous avez une CIL de classe, vous allez pouvoir dévirtualiser, super. Mais bon, voilà, ça avance en tout cas là-dessus. Voilà, donc des optimisations assez récentes qui sont en train de rajouter, de dire voilà, tel CRC32, ça peut être un bon candidat pour ajouter des instructions spécifiques Intel dans la compilation, faire des intrinsèques, un peu comme un JVM. Et un outil super que je commence à utiliser beaucoup, qui est Sharp.io, qui permet, en fait, c'est une page web. Vous mettez du code C#, il vous donne le code assembleur généré par... C'est génial ce truc. Je peux vous donner un petit exemple là. Ça fait vraiment, au fur et à mesure que vous tapez, quand votre code compile, paf, il vous donne toutes les méthodes avec tout le code généré par le JIT. Et c'est super sympa à utiliser, c'est vraiment agréable. Je recommande vivement, si vous voulez voir un peu. Au niveau du GC, donc Maoni, qui est celle qui maintient le GC, il y a son blog avec pas mal d'informations. Dans le Book of Runtime, il y a le Garbage Collection qui vous donne les grandes lignes en fait, de l'implémentation GC. Voilà, des articles pour savoir comment ça marche dans .NET, même si c'est assez haut niveau, il y a peu d'informations. Un article sur les poses et les save points, donc on retrouve le même concept de save point qu'on a en JVM, on le retrouve aussi en .NET, même si c'est peu décrit, donc j'ai trouvé cet article là-dessus.
Voilà, pareil, des explications sur Generation Garbage Collector et des problématiques de performance aussi. Je ne me rappelle plus trop ce que c'est, mais c'est intéressant. Le concept de write barrière et de génération, c'est peu décrit en général, même sur la JVM, mais c'est un concept important avec les card tables. Et puis au niveau du voilà, donc le fun avec un CLRMD, qui est aussi une API pour manipuler les memory dump, l'analyse de pause en GC, donc, comment le faire. Donc il y a un blog aussi de Criteo sur comment utiliser CLRMD au-delà de SOS. Les intros à WinDBG, parce que globalement c'est ça, la doc sur SOS et SOSX, et la doc aussi sur les EW events. Voilà, merci. Vous trouverez les slides sur mon Twitter que je vais poster d'ici ce soir, demain. Et voilà, donc je vous remercie d'être venu et d'être aussi patient, si j'ai un peu débordé. Mais merci. Questions ? Oui. Ouais, je voulais juste rajouter un truc là sur le GC CLR. Tu disais il y a cette personne Mahoney. Oui. Il me semble il peut y avoir selon les plateformes un désintérêt pour certaines technos. Donc là il n'y a que Mahoney, etc. Il est difficile de motiver, parce que les gens qui font ça, par exemple les value type sur la JVM, sur la CLR, etc., c'est des trucs très très chiadés. Ce sont des chercheurs qui font ça. Il peut y avoir un désintérêt des grosses boîtes, même s'ils sont des énormes boîtes, pour améliorer, par exemple, les value type. Pourquoi on ne les a pas sur la JVM? Ça va venir, il y a des trucs comme ça. Mais il faut n'hésitez pas en tant qu'utilisateur à motiver, à dire les gars, non, nous on veut vraiment du truc first class, top niveau, et à mettre la pression sur les... quand vous pouvez, sur les boîtes, parce que des boîtes comme Microsoft ou Oracle, ils ont les ressources. Par contre, il faut leur mettre un petit... les pousser un petit peu. Voilà. Ouais, j'entends bien, effectivement. Moi, j'ai senti qu'en discutant avec Mahoney, qu'il n'y avait pas forcément de priorité à faire un GC plus élaboré que ça. Parce que derrière, il n'y a pas forcément une demande. Et que en fait, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où on a des applications qui font avec... Et donc du coup, Microsoft dit finalement on n'a pas besoin parce que finalement vous n'avez pas de données. Enfin, les applications se débrouillent très bien comme ça. Donc par exemple sur la partie interface, je sais qu'il y avait une grosse discussion sur pourquoi ne pas améliorer les interfaces, l'appel d'interface. Parce que c'est coûteux en .NET. Et c'est vrai que la réponse de Microsoft c'est plutôt mais on a déjà un peu optimisé et finalement c'est pas si coûteux que ça. Vous y arrivez très bien. Enfin est-ce que vous avez des exemples à nous montrer où c'est très important d'avoir ce genre de choses. Et au final, quand on a du code un peu sensitif à la perf, comme on a un peu le choix, on va dire on va utiliser plutôt des API virtuels, ou parce que c'est moins coûteux, ou faire le trick avec les structs et les génériques. Et du coup, comment on peut à peu près toujours s'en sortir en contournant le truc, du coup, ça paraît que ça force pas forcément les implémenteurs à essayer d'optimiser certaines parties. Sauf si eux, ce qu'on appelle le dogfooding, c'est-à-dire si eux l'utilisent et trouvent qu'il y a des problèmes. Et effectivement, les équipes en interne à Microsoft, par exemple sur Bing, ils utilisent .NET pour faire Bing, et du coup ils ont énormément remonté ce genre de problématiques aussi en interne. Ça c'est la partie facile en fait pour faire remonter des problèmes, mais c'est vrai que quand on est un peu face développeur ou un customer entre guillemets à ça, c'est plus difficile. Et là on a un peu la même chose avec Oracle. Mais même si je trouve qu'Oracle maintenant quand même bouge beaucoup sur la JVM, et il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, projets, et je trouve que ça avance quand même beaucoup plus qu'à l'époque de Sun. Mais, oui. Moi, c'était une question plutôt orientée tuning, donc plutôt sur la JVM, vu qu'apparemment côté .NET, ça. Pour le GC, en tout cas, on va dire. Tuning de GC, ouais. J'ai lu pas mal d'articles, histoire d'être prêt le jour où ça m'arrive vraiment, parce que ça, concrètement, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais j'ai cru comprendre que tu en as fait pas mal. Et du coup, ce serait quoi? Je sais que tous les problèmes sont différents et il n'y a pas une option magique, c'est sûr. Mais c'est quoi ta démarche, ton approche pour tuner ta méthode en fait? Ça peut être l'objet d'une autre présentation. Non, mais rapidement, quelques conseils.
c'est pareil, ça va dépendre. Hein. De toute façon, Ouais. quand on a des problèmes de perf, c'est toujours ça dépend. Ouais, ça va déjà te mesurer, c'est de prendre les GC-Log et de les analyser de fond en comble pour voir quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut corréler aussi avec l'application quand on connaît le comportement de l'application et de son allocation. Voilà, ça va être de profiler peut-être les allocs déjà, voir comment au niveau du GC-Log faire une analyse approfondie de ça, vraiment passer du temps sur les GC-Log et voir ce qui se passe et pourquoi on a eu tel comportement, pourquoi on a eu ce GC-là à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a pris tant de temps. C'est regarder tous les indicateurs déjà d'une part et voir s'il y a un vrai problème, parce que des fois c'est un faux problème. On dit ah il y a eu un problème, tu regardes, j'ai fait bah oui mais non, c'est normal, quel est ton essai là et quel a été le problème. Des fois il faut juste discuter et reconsidérer les trucs parce que au final bah oui c'est normal. Ça me fait penser à j'ai eu un exemple où on était en train de monitorer sur la CLR le nombre de gènes de génération en fait, le nombre de GC par génération 0, 1 et puis tout d'un coup il y a une montée, il y a beaucoup de gènes 1. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben oui mais comme il nous manque des informations sur est-ce que par exemple voilà il y a une augmentation de gène 2 mais à partir du moment où une gène 2 n'est pas compactante, c'est pas grave, sauf qu'on n'avait pas cette information-là. Donc on voit que le nombre de générations, c'est le problème des perf counters, c'est qu'on a un nombre de générations 2 qui ont été exécutées, qui ont été déclenchées. Tout d'un coup, on a un pic de Gen 2 qui apparaît en fait sur 1 minute, 2 minutes. Donc là, la production nous alerte, oh, il y a un problème et tout. Et dit, bah oui, mais là le problème, c'est qu'on a que des perf counters, on ne sait pas si la Gen 2 est compactante ou pas. Si elle est compactante, oui, c'est un problème. Si elle n'est pas compactante, globalement, on s'en fout. Parce que ça va être en concurrence, etc. Donc il y a une explosion de Gen 2, ça peut ne pas être un problème. Et le problème, c'est après, du coup, la question, ça a été, est-ce que du coup, le SLA, il est cassé? Est-ce qu'on a dépassé le SLA? Est-ce qu'on a eu des timeouts sur les requêtes, etc. Voilà, donc du coup, on peut renvoyer la balle. S'il n'y a pas eu de timeout, rien à battre. Après, on peut regarder, après, on peut activer les ITWA1 pour savoir si on a eu des Gen 2 compactantes et tout, est-ce qu'on a eu vraiment un comportement, un problème. Mais sans d'autres. C'est pour ça que du coup, le monitoring et d'avoir des informations pertinentes et précises, c'est important pour aussi caractériser les problèmes. C'est l'avantage quand même des GC-Log sur la JVM, c'est qu'ils sont assez complets et assez pertinents. Je trouve qu'il manque vraiment sur la CLR, sauf si on a un ITW event. Donc après, tuner, ouais, ça va être au cas par cas. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Ça va dépendre de ce qu'on attend de trucs. Par exemple, comme on est plutôt sur Hadoop, Spark, sur les JVM, les attentes sur les temps ne sont pas les mêmes. Alors que moi, je viens d'un monde où on était sur le latency training, où on était à la microseconde. Quand on avait des temps de pause de 10 millisecondes, 20 millisecondes, on était content. Quand on était à 100 ou 200, c'était la fin du monde. Là, si on a 500 millisecondes sur un job Spark, j'en ai rien à battre. Donc du coup, les attentes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je parlais des SLA. C'est vraiment pas du tout les attentes. Donc voilà, quand on a un full GC sur un J1, sur un Spark, ouais, ça commence à être un peu chiant, parce que voilà, ou sur un M-Node, pour ceux qui connaissent, là ça devient chiant. Donc là, on peut effectivement considérer les problèmes, dire, mais il faut regarder au cas par cas. J'ai pas de solution miracle. En M-Node, on avait J1, ils ont essayé de le tuner, et bon, ils sont passés sur Azure. Mais ça peut être vraiment une solution d'ailleurs. Si vous avez du mal à tuner le J1 et que vous avez des problèmes de full GC qui reviennent parce que vous avez de la fragmentation, il y a de la fragmentation aussi sur le J1 interne, plutôt que de passer un temps qui peut être très coûteux à essayer de tuner J1, peut-être que vous passez sur Azul, ok, vous payez une licence, mais c'est à peu près 1500, 3000 euros, on va dire, sur un an. Par rapport à un temps, ça peut se valoir. Donc pareil, voilà. Il y a 10 000 façons de le faire, mais il faut toujours bien mesurer et bien considérer les problèmes corrects. Parce que moi j'ai vu souvent des problèmes, j'ai vu souvent des faux problèmes aussi. Donc il faut bien qualifier le problème aussi. Oui. Il y a un des points que j'ai retenu sur la présentation, c'était la HIP de CLR, elle est plutôt orientée vers des applications petites, enfin à HIP taille petite ou moyenne. Oui, alors d'autres peuvent être pas d'accord avec moi, mais oui. Et Java plutôt sur les gros soucis. Ma question est pourquoi avoir choisi chez Criteo, par exemple, développer des applications qui utilisent jusqu'à 32 GB de HIP
C'est une très bonne question. Parce que pour le coup, au lieu de faire le pionnier et puis faire du débroussaillage, ça aurait été peut-être plus intelligent de changer directement pour du Java. Et pourquoi surtout avoir gardé quand même ces applications et avoir continué, quoi. C'est une très bonne question. Alors moi je suis chez Criteo depuis quand même à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois, donc c'est vrai que j'ai pas fait le choix là-dessus. Après la justification derrière, c'est surtout l'algorithme de base de Criteo a été écrit en C#. Voilà, donc déjà ça pose c'est une ça donne déjà un legacy à ça, que voilà, tout a été construit d'abord autour d'une stack Microsoft, et après a été rajouté à côté pour le batch processing toute la partie Hadoop sur JVM. Donc, ce qui fait que le cluster est augmenté, donc il y a 2000 nœuds sur le Hadoop. Donc, ce qui fait que du coup, en termes de serveur, on est à peu près équivalent JVM CLR. Mais c'est vrai que historiquement, c'est plus côté Microsoft que Criteo s'était dirigé. Ça marche plutôt bien, mais c'est vrai qu'on se rend compte de certaines limites quand on est côté serveur. Donc là, en fait, tous les serveurs qui sont Microsoft Windows sont en fait les web facing. Donc tout ce qui chope les requêtes, ça marche bien, hein, ça tourne bien, hein, mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on fait du real-time billing, où on doit, c'est un peu comme du trading, hein, où on doit essayer de bider, d'enchérir en fait sur des placements de publicité, où il y a des contraintes de 100 millisecondes en fait sur plus le réseau sur le traitement de chaque bid. Oui, là on peut se dire oh, putain, ça serait bien d'avoir une JVM avec un Azul dessus, parce que du coup on sait qu'il serait vraiment super bas. On aurait pu des problématiques de GC et de faire des trucs de fou en fait dans le code pour essayer d'éviter les GC, d'éviter les allocations, etc. Donc c'est clair. Mais après, effectivement, on a un historique qu'il faut tenir, un truc de réécrire, ça coûte cher. C'est pas quelque chose qu'on veut forcément. Donc ces justifications-là, elles sont importantes et on peut pas juste avoir une vision purement technique et dire quelle est la meilleure solution à un instant T, mais c'est aussi un historique. Les JVM et la CLR, elles aussi, elles traînent des historiques qui sont chiants. On parlait des tailles d'objets. Bah ouais, quand on regarde maintenant, ça fait un peu chier. C'est pour ça qu'il y a les value tables qui reviennent dans les JVM, parce qu'il y a eu un choix qui a été fait à un moment donné, en 95, d'accéder à la mémoire et d'avoir des objets comme ça. Bah, ça coûtait pas plus cher que d'exécuter des instructions. Enfin, c'était à peu près le même coût. Maintenant, c'est plus le cas, parce qu'effectivement, les hardware ont changé. Du coup, on reconsidère un petit peu ça. Mais ça se fait pas facilement, et on veut garder on est obligé de garder cet héritage-là par compatibilité aussi. Et c'est la même chose aussi pour le choix technique stack chez Criteo. Même si on évolue beaucoup sur les stacks, il y a quand même un legacy qui tourne et qui rapporte de l'argent. Donc de tuer comme ça en changeant de techno ou en investissant beaucoup pour changer de techno, il faut vraiment qu'il y ait un retour sur investissement qui soit énorme et qui en vaille le coup. Et l'équation n'est pas toujours bien équilibrée. Et si on met tout ça sur la balance, finalement c'est plutôt pour des applications de ce style-là, c'est plutôt du Java ou plutôt du CLR qu'il faudrait choisir pour des personnes qui auraient ce choix dans le futur? Par expérience, j'aurais fait effectivement JVM, parce que effectivement, je la sens orientée sur le serveur, et plus efficace, et il y a effectivement un pool d'applications qui tourne sur la JVM dans le monde, qui est quand même beaucoup plus orienté vers le serveur, il ne faut pas se le cacher, parce que des applications desktop en Java, il y en a quand même plutôt peu. Voilà. Et donc voilà, j'aurais fait plutôt ce choix-là, parce que c'est quand même on a beaucoup de trucs qui sont serveurs, donc j'aurais fait plutôt ce choix-là. Mais voilà, c'est un choix perso. Merci. Alors c'est pas une question, je voulais juste réagir rapidement. Pour moi, s'il y a une caractéristique du GC en .NET, c'est plutôt qu'il est optimisé pour des applications qui vont soit instancier des objets qui ont une durée de vie très courte, soit des objets qui ont une durée de vie très longue. Et si tu respectes un petit peu ce pattern, même avec des tailles de heap très grosses, ça va bien se passer, tu n'auras pas trop de problèmes. Il y a quand même un mode serveur avec une GC paralysée avec plusieurs heaps, qui fait que ça va quand même bien se passer si tu fais une application avec des grosses heaps en .NET. Question peut-être. Je vous propose de continuer pour une bière. Merci beaucoup. Merci. Merci, on